France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. C'est un film qui fait du bruit déjà avant même d'être sorti. Un film qui fait du bruit à raison tant il suscite des débats nécessaires sur notre modèle agricole, sur les enjeux écologiques qui en découlent, sur ses implications politiques, des enjeux de santé aussi, on va en parler. Ce film, il s'intitule Les algues vertes et pour parler aussi des débats qui l'entourent, je reçois ce matin 3 invités. Pierre Jolivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film Les algues vertes qui sort aujourd'hui en salle. À vos côtés, Inès Léraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation bien connue ici à France Culture, productrice de documentaires, notamment le fameux Journal Breton, autrice également des Algues Vertes, l'histoire interdite. C'est paru aux éditions de la revue dessinée Delcourt et c'était coécrit avec Pierre Van Hove. À distance, Yves de Fromentel, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de l'exploitation du domaine de Beaulieu et peut-être pour évoquer les algues vertes, faut-il commencer par le début, c'est-à-dire, Pierre Jolivet, expliquer ce que sont ces algues vertes. Je ne sais pas si Inès pourrait pas faire ça mieux que moi. Alors on propose à Inès d'expliquer ce que sont ces algues vertes. J'ai une petite idée quand même. Mais j'espère, oui. Vous nous direz. Ce sont des algues de couleur verte qui vivent dans la mer, aux côtés des algues brunes, des algues rouges. Et en fait, ces algues vertes, nourries par les nitrates issus de l'agriculture intensive, prolifèrent au point de créer des marées vertes en Bretagne. Comment elles sont suscitées, créées, ces algues vertes? Elles sont le produit d'un système agricole? Voilà, elles sont apparues à la fin des années 60 sur le littoral breton, quelques années après l'installation de l'agriculture intensive dans cette région. Et elles sont nourries via les nitrates qui, eux, proviennent des lisiers et des engrais qui sont épandus sur les terres agricoles bretonnes. Et lorsqu'elles pourrissent, elles libèrent un gaz nommé H2S, hydrogène sulfuré. En quoi ce gaz est-il dangereux pour la santé animale et la santé humaine? En fait, c'est un gaz très bien connu. C'est un gaz auquel sont exposés, par exemple, les égoutiers de Paris. Ils ont tous des petits détecteurs d'H2S. Quand ils sonnent, ils doivent vite sortir des égouts pour être à l'air libre. Et en fait, ces algues, elles produisent ce même gaz qui est un gaz très irritant et qui à certaines doses peut tuer en quelques minutes ou quelques secondes, quoi. Où est-ce qu'on trouve en France ces algues vertes? On les trouve évidemment particulièrement en Bretagne, mais pas de partout en Bretagne. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elles se développent? Et où est-ce qu'elles se sont effectivement développées, Inès Léraud? On les trouve pas qu'en Bretagne, on les trouve aujourd'hui aussi en Normandie, sur l'île de Ré, ailleurs sur la façade atlantique. Et pour qu'elles se développent, elles arrivent au beau jour en fait, parce qu'il faut des eaux qui se réchauffent, il faut de l'ensoleillement. Ce sont des plantes, elles ont besoin de soleil, elles ont besoin d'engrais, et comme on le disait auparavant. Et puis il faut des eaux peu profondes, qui se réchauffent facilement, et en fait peu mouvementées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup sur certaines plages qui sont un peu planes, où il n'y a pas beaucoup de dévers. Et donc là, elles s'accumulent. Et ce qui est tragique, moi j'ai découvert beaucoup avec Inès, c'est des plages absolument magnifiques, sur lesquelles moi, petit banlieusard, j'allais en Bretagne, et qui là sont condamnées depuis des années. Parce que pendant 6 mois par an, c'est invivable. Une dernière question, Inès Léraud, il faut quand même le préciser tout de suite. Est-ce que ces algues vertes sont toujours, chaque fois, dangereuses pour la santé humaine et la santé animale? Ouais, pas du tout. C'est vrai que c'est important à préciser. Quand elles poussent sur le rocher, on peut même les manger. On peut en faire des tartares, on peut en faire des plats délicieux. Le problème, c'est que, en fait, avec quand même les marées, etc., elles finissent par être arrachées des rochers. On peut pas toutes les cueillir tellement il y en a, et elles s'amoncellent sur les plages bretonnes. Alors, ce qu'il faut comprendre, oui, puisqu'on est dans la technique pour commencer, quand elles sèchent, elles se recouvrent d'une croûte, un petit peu, et en dessous de cette croûte, elles macèrent. Et c'est là que se crée du H2S. Donc, vous pouvez très bien marcher dans les algues vertes, mais quand vous marchez, vous laissez le gaz derrière vous, finalement. Vous marchez, chaque pas met une petite poche de gaz, mais qui est derrière vous. Ce qu'on devine dans les morts, c'est que ce sont des gens qui sont tombés, ou qui se sont tordus le pied. Il y a un cheval qui est mort. De toute évidence, le cheval a dû se faire mal dans un trou, et il a paniqué, il a remué. Et là, évidemment, quand vous restez au-dessus du trou que vous avez fait dans cette croûte, là, en quelques secondes, quelques minutes, ça peut aller très, très, très mal. Alors, Pierre Jolivet, à partir de ce que vous venez de dire, à partir de ce qu'Inès Léraud vient d'expliquer, de
raconter? Comment est-ce que naît un film? Comment est-ce que naît le film que vous avez réalisé, Les algues vertes? Il naît par la lecture de la bande dessinée qui m'est proposée par mes producteurs et qui je travaille d'habitude et qui me disent, lis cette histoire en tant que vieil écolo, ça va t'intéresser. Tu devrais peut-être pouvoir en faire un film. Donc je lis la bande dessinée et puis qui est un gros succès, faut le rappeler. Et je suis comme tout le monde, je tourne les pages, je fais non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Mais en même temps, Qu'est-ce qui vous impressionne dans cette lecture? C'est l'enquête qui avance, oui, c'est l'enquête, c'est l'omerta, c'est l'omerta, c'est le travail qu'on découvre dans le film, l'omerta, les chiffres, qui sont assez impressionnants. Mais je ne saurais pas quel film en faire et je me dis vraiment tout de suite, dès la première lecture, je me dis ce qui m'intéresse, c'est la personne qui a fait cette bande dessinée. Si je devais faire un film, je voudrais raconter l'histoire de la personne qui a fait pendant des années le travail qui permet de faire cette bande dessinée. C'est là que j'ai rencontré Inès et que je lui ai proposé ce point de vue sur lequel d'ailleurs tu étais un petit peu réticente parce que je crois qu'il n'y avait pas du tout chez Inès l'envie d'être une héroïne de film. Comme vous l'avez dit, c'était une investigatrice, quoi. Donc, et puis en parlant, j'ai réussi, je crois, à lui faire comprendre le film que je voulais faire. Et du coup, Inès m'a dit, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut écrire ensemble? Et on a décidé d'écrire ensemble. Et pourquoi Pierre Jolivet prendre le parti de la fiction plutôt que du documentaire, alors qu'on est dans le réel, on est dans le présent? Il y avait à peu près tout en Bretagne et ailleurs pour faire un beau documentaire aussi, non? Bonne question. D'abord, je suis pas documentariste, je suis un cinéaste de fiction. Et puis, comme on dit, la réalité dépasse souvent la fiction. Là, j'avais pas besoin d'en rajouter. La réalité, c'était une enquête, il y a des morts, il y a des pressions, il y a une omerta. Il y avait tout pour en faire un film de cinéma, vraiment. Mais où je n'avais pas besoin de manipuler la réalité, donc de manipuler le spectateur. Je crois que la simple réalité est tellement choquante qu'il y avait de quoi faire un film de cinéma. Vous avez prononcé 2 fois un terme, celui d'omerta. Inès Léraud, est-ce que vous pourriez nous raconter, d'ailleurs c'est ce que raconte très très bien le film, l'ampleur de cette omerta lorsque vous arrivez en 2018, me semble-t-il, en Bretagne pour enquêter sur ces algues vertes? En fait, j'arrive en 2015 en Bretagne. 2015, d'accord. Il y a 8 ans maintenant. Je décide de m'installer en Bretagne parce qu'à l'époque, j'enquête pour France Inter sur une grande contamination par des insecticides et je vais interroger des agriculteurs, je me rends dans des fermes. Ces agriculteurs, je le sais, sont victimes de cette intoxication qui est passée par le grain des animaux, leurs animaux aussi. Et en fait, quand j'essaie de leur parler, ils me demandent de partir et quand j'insiste, ils me menacent physiquement. C'est d'ailleurs représenté au début du film dans une scène où un agriculteur veut me frapper avec une pelle et ça c'est une scène qui va vraiment, c'est une situation qui va être décisive pour moi. Je me dis mais en fait pourquoi ils veulent pas me parler alors que ils sont dans une situation très compliquée, ils auraient besoin d'aide. Quel est leur statut vraiment, quelles sont leurs relations avec le tissu agro-industriel et je comprends que c'est pas en venant de Paris de temps en temps que je vais pouvoir nouer un rapport de confiance avec eux. Et quelques mois plus tard, je m'installe en Bretagne. Et je fais pour Les Pieds sur Terre notamment, pour d'autres médias aussi. Mais pour Les Pieds sur Terre, cette série qui s'appelle Le Journal Breton, La Fabrique du Silence. Et ça sera les prémices de ma compréhension de l'omerta qui règne sur place. En fait, il faut bien comprendre que en Bretagne, tout l'argent qui circule, y compris l'argent des subventions pour les associations, ou l'argent, y compris aussi de la presse régionale, qui vit beaucoup des publicités, de l'agroalimentaire, tout l'argent passe par les dirigeants de l'agroalimentaire parce que ils ont aussi des postes politiques dans les mairies, dans les communautés de communes, etc. Et ça, c'est à l'origine de ce grand silence et du fait que les gens ont peur de parler parce que soit ils ont peur de perdre leur emploi, puisqu'il y a cette économie Mais agroalimentaire. donc pour bien comprendre, Inès Léraud, Ouais. parler d'un scandale sanitaire, parler des algues vertes qui vont susciter, engendrer la mort de plusieurs personnes, de nombreux animaux, évoquer ces sujets, les mettre sur la place publique, c'est mettre en danger son propre emploi? Ouais, en fait oui, parce que ça a été aussi un sujet de silence pendant des années. C'est qu'effectivement, comme on le disait au départ, ces algues vertes, elles proviennent de l'agriculture intensive. Et donc, parler des algues vertes, c'est mettre en cause cette activité agricole, c'est mettre en cause l'agro-industrie. Et en effet, parler des algues vertes et des autres pollutions de l'agro-industrie, c'est
c'est se mettre en danger pour les personnes qui, de près ou de loin, vivent de l'agroalimentaire. Et il y a une scène qui est dans la bande dessinée et qu'on a remis dans le scénario avec Inès, qui a été quand même un déclencheur. C'est quand même parce que j'ai regardé Omerta, c'est silence qui s'impose dans une communauté d'intérêt. Je crois que véritablement on est dans cette situation. C'est le coup de fil que tu donnes aux responsables de la communication du conseil régional, de la préfecture, et voilà. Et tu dis, est-ce que je pourrais vous parler des algues vertes? Et le gars dit non, y a pas, je vois pas pourquoi vous voulez qu'on en parle. Et il dit bon, parce que voilà, t'insistes un petit peu. Et le gars dit, écoutez, si jamais mon nom apparaît, je vous fais un procès en diffamation. La conversation a duré 5 phrases. Et il y a une menace en diffamation au bout de 5 phrases. Là, c'est un déclencheur. Yves Fromentel, je rappelle que vous êtes dirigeant de l'exploitation du domaine de Beaulieu. Est-ce que cette omerta, vous en avez été soit témoin, soit victime? Alors, j'en ai été témoin, victime non. Moi, d'abord, je voudrais féliciter Pierre Jolivet et Inès Léraud pour avoir été très fidèles sur l'explication de l'évolution de l'agriculture depuis le plan Marshall, que vous avez bien exprimé dans le film, qui nous a entraînés, qui a entraîné le monde agricole dans une course aux économies d'échelle, dans lesquelles ils n'ont pas réussi à sortir, puisque les paysans qui ne voulaient pas investir dans du matériel parce qu'ils voulaient garder leurs chevaux, leurs petites structures, eh bien on leur a dit, il n'y a pas de problème, on va faire le remembrement, et vous l'avez bien dit dans le film aussi. Le remembrement, ça veut dire qu'on réunit tous les petits champs de celui qui a encore les chevaux, on les réunit devant la ferme qui est à 2 kilomètres, qui est devant la ferme de celui qui a investi dans le matériel, ce qui fait que 5 ans après, il vendait sa ferme à celui qui avait le matériel. Donc on a été dans l'agrandissement des exploitations par cette course aux économies d'échelle depuis cette période-là. Et quand la PAC de 92 a été réalisée, c'est aussi dans le sens de l'agrandissement, toujours de l'agrandissement, et on le voit encore aujourd'hui. Alors, la France avait une agriculture très diversifiée dans quelle que soit la région. Toutes les fermes dans notre région d'Île-de-France avaient de l'élevage et de la culture, et en général du circuit court. Il y avait de la transformation à la ferme, mais c'était des petits volumes et très diversifiés. Et on nourrissait la population qui était autour de nous. On sécurisait une alimentation de qualité autour de nous. Et puis on a vu qu'on spécialisait l'élevage dans l'Est, en Bretagne. Et chez nous, on a déboisé, on a mécanisé, agrandi, et c'est les céréales à tout va. Et du coup, en spécialisant, on a détruit l'équilibre naturel qu'il y avait, où il y avait un équilibre faunistique, floristique qui faisait que tout fonctionnait. Et puis on a été obligé, pour cette course aux économies d'échelle, on nous a proposé la chimie. Alors on y a été. Alors moi je m'en suis rendu compte. Moi j'ai eu beaucoup de chance. Mes parents ont gardé toujours des vaches laitières. Et j'ai connu le circuit court jusqu'en 76. Mes parents transformaient, ils avaient des œufs, ils transformaient le lait en beurre et en fromage blanc, etc. Et ça, j'ai vu disparaître tout ça. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut remettre en place pour retrouver cette agriculture. Inès Léraud, ce que raconte Yves Fromentel, c'est aussi cette idée assez simple. Au fond, on pointe souvent du doigt les agriculteurs comme étant responsables des algues vertes. Ils en sont aussi, d'une certaine manière, victimes de ce système ultra intensif créé à partir des années 60 en France. En fait, pour moi, ils sont pas du tout responsables. Enfin, ils n'ont fait que obéir à des politiques publiques conjointement aux dirigeants du secteur agricole après-guerre pour produire davantage. Ils ont vraiment essayé de respecter les consignes qu'on leur demandait. Et en effet, aujourd'hui, on peut que constater que ce sont des victimes, puisque c'est quand même la catégorie socio-professionnelle qui se suicide le plus en France. Ils se suicident à raison de 2 par jour. C'est la catégorie socio-professionnelle qui gagne une de celles qui gagne le moins, qui n'a quasiment pas de retraite, qui travaille le plus. 30% d'entre eux
sont sous le seuil de pauvreté. Et en plus de ça, ils développent des maladies liées aux pesticides. Je voudrais qu'on écoute un extrait du film Les algues vertes et vous faire réagir un extrait du film de Pierre Jolivet dans lequel Inès Léraud, donc vous-même qui êtes interprétée par Céline Salette, s'entretient avec un conseiller régional qui lui est interprété par Jonathan Lambert. Donc sur l'affaire Morfoise, en tant que vice-président du conseil régional chargé du dossier algues vertes, de l'eau et des déchets, je voulais savoir si vous aviez été entendu par le parquet. Non. Et quand j'ai informé le préfet et le procureur du décès d'un ouvrier des algues vertes, j'ai même senti comme un malaise. Et vous n'aviez été entendu à l'époque ni par la gendarmerie ni par la justice? Par personne. Mais ce qui m'a le plus interpellé dans cette histoire, pour être honnête, c'est la deuxième poche de sang. Vous savez, quand il y a un accident sur la voie publique, on prélève 2 poches de sang. Une pour mesurer le taux d'alcoolémie et une seconde en cas de demande de contre-expertise. Et qu'avait donné l'analyse de la première poche de sang, celle du taux d'alcoolémie? 0 alcoolémie. Une contre-expertise a été demandée par la famille. Donc le laboratoire a analysé la deuxième poche de sang. Et là, les résultats ont démontré la présence, en grande quantité, d'hydrogène sulfuré. Mais la conclusion du parquet a été, la poche de sang a été mal conservée, les résultats ne sont pas exploitables. Alors je vous avouerai que c'est le genre d'élément qui jette un peu plus le trouble sur cette histoire. Ce que montre très bien cet extrait et le film en général, votre film Pierre Jolivet, c'est que cette omerta que vous décriviez tout à l'heure autour des algues vertes, elle est assez impalpable, elle est assez insaisissable. Elle concerne à la fois les élus, les services de l'État, les agriculteurs, les coopératives. Au fond, il n'y a pas de lobby à concrètement parler, le lobby du système agricole industriel. Bah c'est plus si d'abord il est très présent, mais c'est il n'est pas représenté, je veux dire, par des organes clairs. Physiquement, finalement, ça imprègne. Voilà, l'agro-industrie a un tel pouvoir. L'agro-industrie est un État dans l'État, dans cette région qui est quand même quasiment la plus grande région agricole de France. Donc il y a une sorte oui, par capillarité partout. Tout le monde comprend que au-dessus il y a l'agro-industrie, qu'il faut faire attention à tout. Il faut savoir que le premier lanceur d'alerte a dû passer par 4 procureurs pour avoir l'autopsie et les résultats d'une prise de sang sur un cheval. Enfin, on croirait que tout le monde a compris, je dirais presque depuis la naissance maintenant, que c'est l'agro-industrie, c'est qui dirige le pays et donc qui dirige la région. Il faut faire attention à tout, qu'il faut essayer, dès qu'on va sur des zones dangereuses, parler autrement. Et donc et on se rend compte que cette région, moi c'est ce que j'ai découvert, même si je connaissais bien la Bretagne, j'ai découvert ce schisme que j'ai essayé de traduire dans le film. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui vous disent, vous parlez des algues vertes et qui vous disent, mais oui, il faut en parler, c'est terrible. Et puis la maison d'à côté est très violente. Elle dit, non, n'en parlez pas, parce que ça fait du mal à notre industrie, on va perdre des emplois. Ce chantage à l'emploi, en fait, il couvre tout. Il est l'idée que si jamais on met en cause l'agro-industrie, on va perdre des emplois. Donc même si ces emplois sont mal payés, même comme l'on dit Inès, si ces emplois sont désespérés pour beaucoup, il y a cette course à l'emploi, mais qui est en fait un argument qui n'est pas totalement recevable, parce qu'on se rend compte que ce que j'ai découvert aussi très, très lisiblement, c'est que les coopératives qui étaient des vraies coopératives, de mutualité d'intérêt entre des agriculteurs qui se regroupaient pour le matériel, pour les engrais, etc., ont créé des filiales qui, elles, sont les filiales capitalistes. Donc il y a là tout d'un coup cette bascule entre l'intérêt mutualisé et les dividendes. Il faut créer des dividendes. Donc quand on entend le discours « mais il faut nourrir les gens, il faut nourrir les gens », enfin, ce que demandent les filiales, qui maintenant ont pris le pouvoir sur les conseils d'administration, souvent des coopératives, enfin, il faut surtout que ça rapporte de l'argent et que ça rapporte des dividendes. Voilà. Donc, on est dans un système totalement mortifère, quoi, qui est assez effrayant. Yves de Fromentel, vous êtes d'accord avec cette idée selon laquelle le chantage à l'emploi est un faux chantage? Dans le film Les algues vertes, il y a un moment où l'un des personnages l'un des personnages qui est représentant de la FNSEA, explique que si l'on lève trop le voile sur le scandale des algues vertes, la Bretagne risque de devenir la Lorraine, je le cite. Oui, alors je suis complètement d'accord avec Pierre Jolivet, il explique très bien. Et en fait, c'est le fric
qui mène le monde aujourd'hui et qui oriente les choses. Et on impose le paysan qui veut surtout pas partir dans ce sens-là. Eh ben on fait tout pour le faire mourir. Et les coopératives, effectivement, étaient des vraies coopératives à l'époque, mais elles sont complètement dévoyées. Et l'agriculteur, si on lui fait croire que s'il dérive un peu, il aura plus de quoi vivre, sa ferme, il va tomber. Et du coup, toujours par la peur, c'est la méthode actuelle. Il ose pas changer de système. Il ose pas faire le pas pour dire je change, je ne suis plus dans cette course aux économies d'échelle. Et moi, j'ai connu quelqu'un dans le comté du Léon qui avait une centaine d'hectares, surendetté. Il a dit, je vends tout, je rachète 10 hectares, je fais un peu de maraîchage, j'ai 2 vaches, je fais les marchés, donc circuit court, je transforme, je fais des conserves. Il dit, j'ai plus de dettes, je bosse, je brasse moins d'argent, mais au moins j'ai plus de dettes et je vis et je suis heureux. On va poursuivre cette discussion à 8h20 avec vous trois, Pierre Jolivet, Inès Léraud et Yves de Fromentel. Discussion qui porte sur les algues vertes, sur les enjeux agricoles du système breton. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. On en parle notamment avec son réalisateur Pierre Jolivet, réalisateur du film Les Algues Vertes, je le rappelle, qui sort aujourd'hui en salle avec Inès Léraud, journaliste d'investigation, productrice de documentaires sur France Culture, notamment le fameux Journal Breton, autrice des Algues Vertes, l'histoire interdite, c'est paru aux éditions de la revue dessinée Delcourt et coécrit avec Pierre Van Hove et avec nous à distance Yves de Fromentel. Vous êtes dirigeant de l'exploitation du domaine de Beaulieu. Inès Léraud, vous me disiez pendant la pause que vous aviez présenté le film Les Algues Vertes à l'Assemblée nationale hier soir, que ça s'était terminé assez tard dans la nuit. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette nuit de rencontres et de débats, Pierre Jolivet ou Inès Léraud, comme vous le souhaitez? Non, vas-y. Inès, Oui, il y a eu une projection hier matin, il y avait une projection au Sénat. Hier soir, une projection à l'Assemblée nationale. Moi, j'étais à la seconde, où il y avait 17 députés. La salle de cinéma de l'Assemblée nationale était remplie et on a déjà échangé pendant un long moment. Mais le débat au sein même de la salle aurait pu durer beaucoup plus longtemps. C'était très intéressant parce que parmi les députés, il y avait des anciens ouvriers agricoles. Il y avait des gens en plus de tous les horizons politiques qui se sont exprimés. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment un gros consensus sur le constat en termes de pollution, le constat en termes d'agriculture. Et il y avait des familles de victimes qui étaient là, qui sont représentées dans le film. Et donc, il y a pu avoir des échanges entre tous ces acteurs. Consensus sur la pollution, Inès Léraud, consensus aussi ou non sur l'aspect sanitaire, sur les conséquences des algues vertes sur la santé animale et humaine. C'est quand même le point qui fait débat dans le film et que vous mettez en lumière. En fait, il y avait un consensus sur cette question et c'est vrai que c'est assez sidérant d'échanger avec des élus comme Delphine Batho qui était là hier, qui a été ministre de l'écologie et qui raconte comment au début des années 2000, elle a essayé de prendre le dossier en main, aussi bien sur les conséquences sanitaires que sur les extensions d'élevage en Bretagne et que ça n'a pas été possible. Oui, ce que j'ai trouvé très choquant hier, très unanime, c'est qu'il racontait à quel point l'agro-industrie a du pouvoir sur tous les niveaux de l'État et que même eux qui ont été élus démocratiquement cherchent à faire bouger les choses et qu'il y a derrière l'agro-industrie qui repasse derrière et qui fait en sorte que les lois ne soient pas appliquées ou qu'elles soient peu contraignantes. Et ça, c'était très très impressionnant. Mais ce que je voudrais quand même revenir au film, ce qui était très fort aussi hier soir, c'est que on s'est rendu compte que sur des gens dont la mission est de faire de la politique, finalement, là ils étaient au cinéma. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient en bord des larmes et que moi, c'était mon idée. C'est que le cinéma serve la politique, que l'émotion humaine, parce que quand même, on parle évidemment de phénomènes politiques, mais derrière ces phénomènes politiques, il y a des êtres humains. Il y a des agriculteurs, il y a une enquêtrice, et finalement, c'est à travers l'humanité et à travers l'émotion que le cinéma peut être intéressant, plus qu'un documentaire ou plus qu'un débat. Tout d'un coup, je crois qu'on marche dans les pas de Céline Salette, qui est une actrice formidable, qui joue le rôle d'Inès, et qui nous emmène pas à pas, et je crois qu'avec elle, on s'enferme
dans ce combat terriblement violent. Et donc hier soir c'était ça, c'est-à-dire qu'à la fois tout le temps ça parlait du film et tout le temps ça parlait de la politique. Et ce message de politique à l'émotion et de l'émotion vers la politique, c'était vraiment le pari que moi je trouvais le plus excitant. Et on s'est rendu compte à quel point hier soir le débat était à deux lectures. Avant-première au Sénat et à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup d'avant-premières aussi un peu partout en Bretagne. Plus de 8000 personnes ont pu voir 12 000. le 12 000 on va personnes. être à 12 000 personnes avant que le film sorte, oui. Mais on peut voir le film et en débattre. Qu'est-ce qui s'est dit justement en Bretagne, sur le territoire? Comment le film est reçu, perçu, accueilli? Alors, le film est reçu, perçu, accueilli très bien, puisqu'on fait que des complets, on a dû rajouter des salles partout. Il y a, je crois, une envie, en tout cas en Bretagne, pour tous ceux qui ont lu la bande dessinée Formidable d'Inès, elle a été un gros succès là-bas, une agora. Tout d'un coup, on a lu la bande dessinée tout seul, chez soi, on a parlé en famille, et puis tout d'un coup, on est 300. Et puis on peut en parler. Là, les langues se délient, les agriculteurs prennent la parole. Ça, c'est très, très impressionnant. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que la semaine dernière, on a fait 300 personnes à Strasbourg, où il y a 10% des spectateurs qui ont lu la bande dessinée, et il reste 1h30 de débat quand même. Si je vous pose la question, Pierre Jolivet, c'est parce que, au fond, dans le film même, vous ne ménagez pas les Bretons. C'est-à-dire que vous expliquez que, d'une façon ou d'une autre, chacun connaît quelqu'un qui travaille dans l'agro-industrie et chacun n'a pas intérêt à parler et donc à lever le voile sur les conséquences sanitaires des algues vertes. Ce regard-là que vous portez sur la région et ses habitants, comment est-ce qu'il est perçu? Il est perçu formidablement par certains qui disent oui, il faut tout mettre sur la table et puis réfléchir à ce qui se passe et puis d'une façon... Alors ceux-là, ils viennent pas à la projection, qui ont déjà décidé que le film était regardable, alors que c'est pas un film manichéen au premier degré avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Mais ce que je trouve aussi remarquable, c'est qu'ailleurs, je suis allé en Corse, je suis allé à Strasbourg, je suis allé à Lille, les mêmes salles, les mêmes débats, et on se rend compte que chaque région a ses algues vertes, enfin que le phénomène de l'agro-industrie qui pèse sur une région, c'est à peu près partout. Et donc chacun identifie le problème à sa propre aune, et tout d'un coup, en Corse, vous parlez des déchets, à Strasbourg du réchauffement, voilà, ça c'est... Et moi, c'est aussi ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'est, je dirais, l'universalité de cette problématique. C'est le monde entier, c'est pas seulement la Bretagne, c'est le monde entier qui produit trop. C'est le monde entier qui ne veut pas voir que le sol, les eaux, les rivières, la mer, elle nous le raconte tout le temps, n'en peuvent plus. Et ça, c'est ça que je trouve, cette fuite en avant de l'humanité tout entière, qui est un peu symbolisée par cette histoire des algues vertes. On continue, on va tout droit, on avance, alors que les éléments naturels qui nous permettent de vivre sont mal en point. Et c'est assez vertigineux. Et c'est vrai qu'au fond, c'est un film qui se focalise sur la Bretagne dans son histoire et dans son récit, dans le récit humain keltis, mais c'est un film qui parle beaucoup plus largement des effets de l'industrie, du commerce sur l'environnement, Inès Leroux. Oui, tout à fait. Et en effet. Et tout à l'heure, quand vous parliez des lobbies, en fait, en Bretagne, je voulais préciser qu'il y a des lobbies quand même très puissants qui agissent et pour défendre en fait cette manière de fonctionner du tissu très local jusqu'à la Commission européenne à Bruxelles. Et on l'a vu dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. C'est mon confrère Nicolas Legendre qui a rendu public une note d'un organe de lobby qui s'appelle les Omnivores, qui défend la consommation de viande, qui est soutenu par de nombreuses industries agroalimentaires et qui a fait une note interne pour enquêter notamment sur le profil psychologique de mon confrère qui le calomnie. J'y suis aussi citée et calomniée. C'est une note qui aurait jamais dû fuiter. Et donc, on parlait tout à l'heure d'un esprit comme ça, d'une omerta qui planait, mais en fait, il y a réellement tout un tas d'organes qui agissent pour contrer ce véritable mouvement sociétal qui est en train d'être mis en branle, qui est une forme de prise de conscience, de libération de la parole en Bretagne et ailleurs. Et il y a quand même... Pardon. Non, je t'en prie, Pierre Jolivet. Il y a aussi quand même ce que j'ai découvert à travers Inès et dont je me rends compte l'efficacité, qui est unique, en tout cas à ma connaissance, en France et qui est souvent décriée par des députés, c'est la cellule Déméter. C'est-à-dire qu'il faut se dire que la police a créé une cellule spéciale. Alors c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère avec de l'Intérieur, la FNSEA, voilà, le syndicat agricole, qui agricole. ont créé une cellule spéciale qui surveille tous ceux qui disent du mal de l'agro-industrie. C'est quand même unique. Et donc ça laisse, quand on voit l'interdiction de soulèvement de la terre, on se dit où ça commence, on sait où ça commence, à travers une cellule Déméter qui est unique, et où ça va finir.
Qu'est-ce qu'on va faire? Le film pose aussi la question des journalistes et de la responsabilité des journalistes. Et une phrase m'a frappé, la presse locale sait tout mais ne peut rien dire. La presse nationale, elle, ne sait rien mais peut tout dire. Est-ce que vous cautionnez cette phrase, Inès Leroy? Est-ce que c'est ce que vous avez vécu et ressenti dans votre travail d'enquête? Oui, un peu. Mais, enfin, effectivement, moi, je trouve important de pas nier la responsabilité, notre responsabilité à nous journalistes dans cette affaire, parce que finalement, ce que j'observe et mes enquêtes m'ont amené à comprendre qu'il y avait eu quand même un gros silence médiatique sur la montée en puissance de l'agro-industrie, voire une forme de bienveillance des médias. Aussi parce que certaines presses vivent des publicités de l'agroalimentaire, de la grande distribution, où on l'État pour actionnaire, qui est un grand collaborateur de l'agro-industrie. Mais en fait, en se déplaçant et en vivant en Bretagne, c'est vrai qu'on peut... ce que j'ai fait, j'ai découvert... C'est assez rare de faire ça, parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus de journalisme qui se développe dans les grandes villes, qui part de Paris pour se développer dans les grandes villes, mais pas dans les zones rurales, quoi. Et en fait, moi, j'invite les journalistes à aller enquêter et s'installer dans les zones rurales, parce que quand on travaille pour un média national, c'est vrai qu'on dans cette situation-là, on sait tout et on peut tout dire. Et c'est ce que raconte le film très bien, votre installation en Bretagne, Pierre Jolivet. Oui, je voudrais revenir sur ce que dit Inès et ce que vous avez dit. D'abord, c'est un film qui raconte l'histoire de femmes. Les héroïnes sont des femmes. Voilà. Donc, et il y a, je crois, au cœur du travail d'Inès, Morgane Large, cette journaliste locale, qui s'est fait déboulonner quand même 3 fois les boulons des roues de sa voiture, ce qui est vraiment une agression, une tentative d'homicide. Et je crois que la rencontre entre Inès et Morgane, c'est la rencontre et qui est fondamentale dans le travail. L'amitié de ces femmes va faire qu'elles vont aller plus loin, la locale et la nationale. Et j'ai voulu aussi traiter cette histoire de rencontre et d'amitié. Et c'est vrai qu'on a créé ensemble, ça a été une rencontre très fructueuse. On a créé Splend, un média d'investigation régional indépendant. Yves de Fromentel, je rappelle que vous êtes dirigeant de l'exploitation du domaine de Beaulieu. Face aux algues vertes aujourd'hui, est-ce que vous voyez des solutions, et plus largement, est-ce que vous voyez des solutions pour proposer des alternatives face à ce système agro-industriel qui a un impact considérable, négatif sur la nature ? Oui, tout à fait. Je crois que le constat a été bien réalisé et bien montré dans le film et sur d'autres moyens. Et qu'aujourd'hui, il faut faire de la résistance, mais de la résistance sous forme de résilience. C'est-à-dire qu'il faut construire des exemples qui fonctionnent. Donc nous, on a développé le bio holistique, qui est un bio global, où on ne peut pas faire de bio holistique si on n'a pas des animaux et de la culture pour avoir le cercle vertueux. Les animaux nourrissent le sol nourrit les plantes nourrissent les animaux, et on développe le circuit court. Une agriculture très diversifiée, où on va pas polluer parce que c'est extensif, les animaux vont en pâture, les pâtures captent le carbone de l'air et le transforment en azote par la photosynthèse. Donc il y a tout un enchaînement complexe de la nature qui s'équilibre. On a mis 7 km de haies l'année dernière, donc qu'on va continuer à développer pour avoir cet équilibre microfaune, microflore, le gibier va revenir, etc. Et pour ça, on a un organisme qui nous aide déjà depuis plus de 60 ans, qui est le CIVAM. Le CIVAM, c'est le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et ce CIVAM aide les agriculteurs à changer leur façon de faire, agissent auprès des pouvoirs publics pour essayer d'orienter l'agriculture vers une agriculture plus propre, plus durable, et justement avec parfois des aides financières pour pouvoir que les aides financières soient bien orientées pour aider cette agriculture qui a le souci, qui redonne du sens en fait. Le sens de notre métier, c'est quoi? C'est de préserver la nature, tout naturellement, et puis de bien nourrir les gens. Le paysan doit être le premier acteur de votre santé. Or aujourd'hui, le paysan est devenu agriculteur. Et agriculteur, ça veut dire on développe au niveau industriel et on fait du fric. Parce que, alors, derrière, il y a une solution, il y a un rôle très important des consommateurs.
Aujourd'hui, on est consommateur, on est piégé par la communication, on va faire ses courses à la grande distribution, qui est un commerce de l'industrie. Et tous ces consommateurs, ils peuvent devenir des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on arrête d'aller faire nos courses à la grande distribution et d'encourager le système, et on va faire nos courses dans des petites structures qui achètent chez les producteurs directement en circuit court, donc qui permettent aux producteurs de vivre avec des petites structures, des petites surfaces, et puis derrière, ils seront satisfaits parce que s'ils acceptent pendant un an, ne serait-ce qu'un an, de faire leur budget nourriture quand ils achètent à la grande distribution, et puis ensuite de faire pendant un an de l'achat de qualité dans les petites structures, ils s'apercevront qu'ils ont peut-être acheté plus cher leur panier, mais gagneront, à la fin de l'année, ils auront fait des économies. Un mot pour terminer cette discussion sur les victimes elles-mêmes. Je cite la mention qui apparaît à la fin du film. On a longtemps cru qu'il y avait une fracture. Non, c'est pas celle-ci, excusez-moi. Le 25 novembre 2022, après 4 années de procédure, la famille Auffray a été déboutée car elle n'a pas pu démontrer, selon la justice, que les algues vertes étaient la seule cause du décès de Jean René. La famille a fait appel. Inès Léraud, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, la famille attend son appel, mais c'est vrai, attend que l'audience ait lieu en appel. Ce qui était assez fou en première instance, je suis allée à l'audience, c'est que le procureur disait oui, il y a bien de l'hydrogène sulfuré sur place dans l'estuaire du Gouessant, là où est mort Jean René, mais rien ne prouve que ça vient des algues vertes. Voilà. Donc, on s'attendait pas en fait à cette forme de réponse de la justice. Même endroit où il y a 24 sangliers qui sont morts de la même manière. 36. 36 sangliers qui sont morts. Merci beaucoup à tous les trois, Pierre Jolivet, Inès Léraud, Yves de Fromental, et on recommande très très chaudement d'aller en salle au cinéma pour voir ce film Les algues vertes. Il est 8h36.